Salut, bonjour, merci d'être là, merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Très heureux d'être avec vous pour un nouvel épisode, le numéro 201 aujourd'hui de LMV, le meilleur est à venir, ça vient petit à petit, on y arrive. Il faut du temps, hein. Les choses ne s'améliorent pas en quelques semaines ou en quelques années, il faut des siècles parfois. Et c'est vrai, si vous regardez l'histoire du monde, au fil des siècles, les choses se sont améliorées. La vie est beaucoup plus confortable maintenant, elle est beaucoup plus agréable maintenant qu'il y a 100 ans, 200 ans, etc. Salut Bruno, merci d'être de passage. Salut Marie-Madeleine, salut Marie-Laure, salut Philippe, un fidèle de la femme sans peur. Ça fait plaisir de te voir passer. Salut Manou, merci d'être de passage dans ce numéro 201, cet épisode 201 de LMV. Un petit salut encore une fois à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay, que ce soit le matin, le midi, le soir, profitez-en. Aujourd'hui au programme, on va parler politique. Vous allez me dire, mais comment on peut faire une histoire optimiste? Comment on peut faire une histoire positive en parlant de politique et spécialement de politiciens? Je vais vous prouver le contraire. Si vous restez avec moi, dans quelques instants, je vous raconterai l'histoire d'une ville qui vit très bien. Et tout ça est lié à la politique. Mais comment ont-ils fait? Il y aurait peut-être de quoi s'inspirer, on verra ça dans quelques secondes. Salut Florence, merci d'être de passage, c'est très sympa. Salut Sophie, merci également d'être là et d'être de passage. Madi, bonjour aussi. Merci pour ton soutien pour Malco. Oui, pas de souci Philippe, pas de souci. Alors, comment bien vivre en y mêlant la politique? Vous savez en ce moment de quoi je veux parler, je vais y revenir dans quelques instants bien sûr, mais moi je ne suis pas là pour faire de la politique. Salut Gianni, merci d'être de passage. Je ne suis pas là pour faire vraiment de la politique, vous savez ce que je pense de la politique, vous savez ce que je pense du président actuel, mais le but, c'est surtout l'histoire que je vais vous raconter dans quelques minutes, le temps de faire le top 5 des blagues les plus rigolotes qui sont passées sur les réseaux sociaux, exclusivement consacrées à qui vous savez. Salut John, how are you my friend? Du côté du Nevada, hein, c'est ça, ouais. On a parlé il y a quelques jours, c'était très agréable. Allez, on y va tout de suite, on va attaquer. Mais avant, je voudrais vous montrer une photo un petit peu personnelle, avant d'attaquer tout ça et un peu dans la grisaille. Je vais vous montrer une photo un tout petit peu personnelle, si je la retrouve. Où est-ce qu'elle est? Voilà, c'est celle-ci. Alors, tout le monde ne le connaît pas, bien sûr, mais c'est la photo. Ça, c'est mon petit garçon, le petit ninja, là, vous voyez dos, vous le connaissez bien, c'est Hugo, il s'appelle. Il va sur ses 4 ans et demi, et je l'ai emmené pour la première fois sur le Tour de France. Eh oui, alors il fait salut, il dit un petit bonjour aux coureurs qui passent. Là, vous voyez l'équipe Sky qui arrive, c'était hier, hein, sur l'étape d'hier. Et si vous regardez bien, on ne le voit pas bien, je ne sais pas si on va le voir. Le coureur qui est en tête le regarde et lui sourit en pleine course. Il le regarde. J'ai dit, mais bon sang, mais qui c'est? Je connais pas bien les coureurs. Salut Véronique. Je dis, mais qui c'est ce gars-là? Le gars, il est en pleine course. C'est dur, hein, il faisait chaud hier. Et là, on est dans une montée en arrivant sur Carcassonne. Et le gars a le temps d'y voir mon petit garçon là, qui fait un petit bonjour. Il a le temps de lui sourire. J'ai trouvé ça très, très sympa. Et donc, j'ai demandé un peu sur Internet, mais qui c'était celui-là? C'était un coureur hollandais qui s'appelle Wout Poels, et qui était très sympa, en fait. Et je l'ai d'ailleurs contacté pour le remercier. Je l'ai contacté, je ne sais pas s'il répondra, peu importe, mais je l'ai contacté sur Facebook pour lui dire merci, parce que c'était vraiment sympa. Et surtout qu'on était seuls, là, il n'y a personne devant et derrière, donc vraiment, il s'adressait à mon petit garçon. Et ça a fait chaud au cœur. He made my day, comme on dit en anglais. Eh ouais. Bon voilà, ça c'était la petite note sympathique du début d'LMV. Parce que si on parle de Tour de France, vous savez qui est-ce qui ne va pas aller au Tour de France cette année? Président Macron. Macron ne va pas aller au Tour de France. Et pourtant, il était prévu. Le Premier ministre y est allé il y a 2-3 jours. Il avait rien d'autre à faire, hein. Apparemment c'est calme en été, il n'y a rien, tout va bien. Et donc, comment il s'appelle? J'arrive jamais à savoir le nom de ce Premier ministre là, qui bégaye tout le temps, un peu comme moi d'ailleurs, mais je ne suis pas Premier ministre. Et il s'appelle Philippe Bertrand, non, Édouard Bertrand, Édouard Philippe. Tout. C'est pas grave, lui il a eu le temps, mais là Macron il s'est dit, quand même, hein, il faut peut-être pas que j'exagère.
Bon, je vous montre juste, vous savez, chaque fois qu'il y a des attaques terroristes, je suis. Eh ben, on y va pour les je suis. C'est parti pour le top 5 des blagues les plus rigolotes qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Bien sûr liées à l'affaire Benalla. Florence, on va parler de dopage Attends, je reviens juste. Gros scandale en ce moment. Si tu veux parler de Froome, c'est ça. Mais de toute façon, il y en a beaucoup. Hein, qui sont... Salut Maribo, ça va? Allez, le président, il est où? Je suis pas Paris, je suis rien du tout, je suis caché. Voilà. Édouard Philippe, oui, c'est le patron de ma meilleure amie. Ah bah, elle travaille à Matignon alors. Hein, Florence? Salut Pascal, ça va? Je suis caché, c'est ce que met comme panneau Macron à l'Élysée. Eh ouais, où est-ce qu'il est? Il annule son apparition au Tour de France dans la super étape là, qui va y avoir lieu dans les Pyrénées, qui arrive je sais plus où, la plus belle des étapes des Pyrénées. Salut Christophe, merci d'être de passage. Mais c'est ça, hein, Macron, c'est « je suis caché », vous avez partagé ça sur les réseaux sociaux, moi je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Et vous savez pourquoi il fait ça? À mon avis, c'est un gars qui n'a pas d'expérience. Désolé pour les macronistes, hein. Tous les macroniens, macronistes, je ne sais pas comment on dit. Vous avez voté pour lui, très bien. Moi, je vous avais dit, méfiez-vous. Et je ne veux pas dire que je savais tout, que j'ai... Moi-même, vous savez, j'ai voté Mélenchon, si vous avez suivi l'année dernière. Je suis en train peut-être de changer d'avis. Pourquoi? Écoutez bien. D'abord, réglons le cas Macron. Macron, en politique, c'est un jeune, un gars qui n'y connaît rien, un gars qui ne sait pas y faire. La seule chose qu'il sache faire maintenant, c'est se cacher. Le gars, il doit paniquer, il doit, entre guillemets, faire dans son froc, parce qu'il ne s'y attendait pas. Le gars n'a jamais eu de mandat, n'a jamais eu rien. Il est arrivé comme Jupiter, j'ai gagné, j'ai battu tout le monde. Vous savez, la confiance, l'optimisme, etc. Et puis soudain, c'est la catastrophe. Alors, je ne sais pas quels sont les dessous de l'affaire Benalla. Enfin, c'est déjà mal engagé, c'est déjà pas mal. Et Florent, au ministère de l'Intérieur, ah bah voilà, oui, dis donc. Hein. Ça doit chauffer en ce moment au ministère de l'Intérieur. Salut Dominique, salut. Donc il joue la prudence. C'est une vraie... Ah bah Florence, c'est une vraie bombe. Ah oui, bah, j'en ai d'accord, c'est ce que je dis. Et là-haut, au sommet de l'État, on ne sait pas quoi faire. C'est pratiquement tous des nouveaux. Ils n'ont pas vraiment d'expérience, à part quelques-uns, les plus vieux, là, comme ce matin, comment il s'appelle, le ministre de l'Intérieur, là, qui endormirait sans somnifère, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a fait de la langue de bois, j'ai regardé un petit peu, assez super. Bah, il est bon, lui, hein, langue de bois. Enfin, je suis curieux parce que c'est un scandale qui se produit en 2018. C'est-à-dire en 2018, à un moment, un gros, là c'est un gros truc quand même. Hein. Je ne crois pas que Hollande ait un truc comme ça aussi énorme, mais qui se produit au moment où vous savez, les réseaux sociaux sont très développés, les internautes enquêteurs, les journalistes enquêteurs, les leaks, tous ces trucs-là, ils vont avoir du mal à étouffer ça. Ils ne vont pas pouvoir l'étouffer. Et tous les jours, il y a du Benalla, on apprend des choses. Alors, je ne vais pas revenir sur les détails parce que ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ça le but. Mais en tout cas, on fait toujours notre top 5 hein, des blagues les plus rigolotes. Voilà ce qui est en train de se passer. Vacances, le drame des abandons. Il était fidèle, mais on ne pouvait plus le garder. La voiture, il y a écrit Macron. En gros, c'est ça. Mais vous savez que Benalla, j'espère qu'il n'est pas stupide. Il doit avoir quand même quelques dossiers chauds, parce qu'apparemment, c'était un intime. Et je sais pas, ils doivent négocier ça entre eux. Bon, comment on fait? Une autre que j'ai bien aimée aussi. On a tout cassé, l'équipe de France qui est revenue. Benalla. Je les tabasse, chef. Elle est sympa celle-là aussi. Ah, il faut le prendre avec humour parce que sinon ça devient d'une tristesse. Et ce qui est triste, et je l'ai déjà dit plusieurs fois pour Macron, c'est un gars qui a 40 ans. Il représente la nouvelle force. Quand il a été élu, j'ai pas voté pour lui. J'aime pas son style, j'aime pas ce qu'il voulait faire, ce qu'il veut faire de la France, tout privatiser, etc. Le capitalisme, free markets, tout ce que vous voulez. Salut Amanda, je voulais pas de ça. Et j'ai pas voté pour lui pour ça. Mais c'est le gars qui a 40 ans, qui représentait l'espoir pour pas mal de gens, et je comprends tout à fait. Et voilà. Le type, même à 40 ans, il les a, ça y est.
c'est la nouvelle génération. Il fait pire, je ne sais pas si je peux dire pire qu'un Giscard, qu'un Mitterrand, qu'un Chirac. Et, franchement, c'est... Bon, c'est le meilleur est à venir, hein, l'émission LMV. C'est pas le pire est à venir, donc on va pas trop rentrer là-dedans. Mais dans un sens, c'est peut-être bien. C'est peut-être l'étincelle qui va réveiller les gens et enfin se dire peut-être que la politique ne passe pas par les politiciens. Eh ouais, peut-être. On va voir. Et c'est l'histoire que je vais vous raconter dans quelques minutes. C'est ça la relation avec l'histoire que je vais vous raconter dans quelques minutes. On ira au Mexique pour ça. Et vous allez voir, c'est une histoire formidable. Je continue avec une bonne blague qui a été partagée. La précédente, le Benalla, l'image précédente, celle-là, était partagée, il faut quand même que je le dise, par Jean-Luc, qui suit l'actualité de très près. Et celle-ci est partagée par Bernie, je remercie. Ah là, celle-là, je l'adore. Ah, je vous la montre comme ça. Allez. Benalla. Bena plus là. Elle est bonne celle-là. Il y a même une rumeur que c'est un amant de Macron. Oui. Pff, tout ça. Je sais pas. Attention aussi. Attendons les preuves. Que ça soit clair tout ça. Mais enfin, ils sont mal. Ils sont très mal et ça peut créer une crise politique au niveau de la France. Et puis Macron a quand même reçu des conseils de Hollande. Mais bon, apparemment, soit il n'a pas écouté, soit il n'a pas compris. Allez, on y va. C'est le port du casque le problème. Ça pardonne pas. C'est excellent. Ah, avec l'affaire Benalla. Il ne faut pas mettre le casque, ça ne sert à rien. S'il avait écouté les conseils de... C'est Hollande qui doit bien rire maintenant. Il doit se dire, ouais, sympa le gars. Et puis, on devrait peut-être, et c'est... Attendez, celle-là, c'était qui avait partagé? Personne? Oui, c'était Bernie. Et là, c'est Nicolas, toujours en forme, qui a partagé... Il faut changer l'affiche officielle du président de la République, celle qui se retrouve dans toutes les mairies de France. Et vous avez trouvé l'affiche, la voici. Pabam, pabam, pam, pam, pam. Coluche disait tous pourris. Oui, Pascal, je crois que vraiment... Moi, j'ai voté Mélenchon, je veux dire, à la dernière présidentielle. Mais vu ce qui se passe, je suis en train de me dire, c'est pas possible, ils sont tous pareils. Elle est bien, cette affiche. Voilà ce qu'on va mettre maintenant. Moi, je propose, c'est une belle affiche sur les mairies, comme ça, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Voilà. Salut, Steph. Ça va? Merci d'être de passage. Ah, je reçois un message, je n'arrive pas à voir les vôtres. Il faut enlever celui-là aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va se faire du cheveu blanc, Macron, je crois. Ah là là. Et vous savez, quand on se fait des soucis comme ça, comme Macron, parce qu'il est terré, il dit rien, on ne le voit pas, il annule sa visite au Tour de France, mais ça c'est normal, je vous l'ai dit il y a quelques instants. Mais le mec, il panique. C'est évident. Il va arriver, bien sûr. Tout va bien, c'est inacceptable, mais... on n'est pas dupe, et il va perdre ses cheveux, parce que quand on se fait du souci, on finit par perdre ses cheveux. Je sais, c'est pas gentil, je devrais pas faire ça, mais là, c'est la tête du Macron. Je sais, d'ailleurs, moi, je devrais pas, moi, je pas beaucoup non plus. Mais bon, allez, il faut bien qu'on s'amuse, Il se fout de notre gueule depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, il est en train de vous savez de quoi faire, je vais pas... Et puis finalement... La leçon de Macron, cette leçon de Benalla, je ne sais pas comment ça va se terminer. Peut-être qu'il va s'en tirer, peut-être qu'ils vont en sortir, ils vont faire sauter le ministre de l'Intérieur ou quelques préfets, je ne sais pas. Et peu importe. C'est une leçon, c'est vraiment une leçon. Je crois qu'on peut le dire avec confiance, et c'est un ami Facebook qui m'avait dit, Cédric, qui va se reconnaître, Cédric V, qui va se reconnaître, celui qui voyage tout autour du monde et en Europe, particulièrement en ce moment. Il a dit, on peut faire confiance à aucun politicien de niveau national. Est-ce qu'on pourrait faire confiance, par exemple, moi j'ai voté pour Mélenchon, maintenant je dis, mais est-ce qu'on pourrait faire confiance à Mélenchon? Non.
Est-ce qu'on pourrait faire confiance à Macron? Ben non, même pire. Donc, que faire? Ben je ne sais pas. En tout cas, à l'école, on va apprendre des choses. Et ça, c'est important. Le retour de la morale à l'école, prôné par Macron d'ailleurs. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tricher. Et le professeur dit, évidemment, si vous avez un mandat électoral, c'est différent. Mais c'est ça, ils peuvent le dire. Bon, si vous êtes politicien, c'est pas pour vous ça. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. Alors que faire de nos hommes politiques qui s'accrochent à leur estrade pour parler, qui tapent du poing sur la table? Macron, celui qui a tensé ce jeune étudiant qu'il appelait Salut Manu, ben, il avait raison, ce petit étudiant. Les gars qui faisaient la grève pour Air France et qui ont déchiré les chemises des cadres là, qui ont pris je ne sais pas combien. Eh ouais, regardez. Alors que faire de nos politiciens avec leur estrade et avec leur micro qui se posent en héros, H-E-R-A-U-T, de la République, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité? Bah que faire? Bah tout simplement ça. C'est tout. Et il faut trouver une autre façon de se gouverner. Tout simplement. Tout simplement. J'ai pas la réponse, mais si on regarde autour du monde, il y a des solutions. Alors je vais vous parler d'une solution aujourd'hui. Et c'est l'histoire du jour qui va nous emmener au Mexique. Suivez bien cette histoire parce que je ne dis pas que ça peut s'appliquer en France, mais ça peut s'appliquer dans certaines villes. Et beaucoup prônent le fait qu'on devrait se gouverner non pas comme une grande nation, vous savez, Paris, la capitale, qui contrôle tout, mais qu'on devrait faire des divisions beaucoup plus petites, se gouverner au niveau local. Et c'est peut-être la solution. Il y avait Sophie qui est passée tout à l'heure. Sophie qui est maire, elle est maire d'un petite ville, petit village. Je ne sais plus si c'est de la Dordogne. Je crois que c'est de la Dordogne. Hein, c'est ça. Et qui se débrouille très bien. Et qu'il y a des gens formidables au niveau local. Généralement, ce sont les gens au niveau local qui sont les meilleurs. Au niveau national, pour arriver là-haut, pour se faire élire, il n'y a pas de secret. Il faut magouiller. Il faut magouiller. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Donc, voilà une solution qui a été trouvée au Mexique. Alors, Mexique, vous connaissez, oui, Mexico, ouais, l'équipe de foot, ouais, on les a vus, mais le Mexique, vous le savez sans doute, c'est un État où les cartels, la mafia est omniprésente. Il n'y a pas de politiciens. D'ailleurs, le nouveau président qui a été élu il y a quelques semaines, à la surprise générale d'ailleurs, enfin surprise, ça fait un moment qu'il essaie de se faire élire, très populiste, plus sur la gauche, hein, si je ne me trompe pas, se propose d'éradiquer les cartels et la mafia. Mais bien sûr, il ne va pas aller loin. Tu es à 2 km de la Dordogne. Alors, le village s'appelle, je ne sais plus si Sophie est là encore. Salut Nadège, merci, ça avance. Le village où elle est maire, Sophie, c'est quelque chose sur Briolance. Et je ne sais plus le nom. Blanquefort sur Briolance. Je ne sais pas si c'est en Dordogne, pardon. Et un joli village, il y a plein de belles actions qui sont réalisées là-bas. Bref, donc le problème du Mexique, c'est les cartels, la mafia, qui tue, vous connaissez les problèmes, hein, tout ce qui s'est passé là-bas, tous les cartels, pardon. Et c'est pas nouveau. Donc il y a des dizaines de milliers de morts chaque année au Mexique qui sont liés au problème du trafic de drogue, mais pas seulement au trafic de drogue maintenant. Au fil des ans, les cartels mexicains, non seulement maintenant vendent de la drogue, mais se sont diversifiés. Et ils s'attaquent à tout ce qui peut leur apporter de l'argent. C'est-à-dire, toutes sortes de business, toutes sortes de commerces. Quel que soit le commerce, quel que soit là où on peut faire de l'argent, et ça se passe au Mexique maintenant, ils essaient de s'introduire dedans. Alors quel rapport avec la politique et quel rapport avec l'histoire positive que je vais bien pouvoir vous raconter? Pour l'instant, c'est bien sombre et bien négatif. Bougez pas, j'arrive. On va aller dans un petit État qui se trouve à l'ouest de la capitale, Mexico. C'est l'État du Michoacán. Michoacán, qui est un petit État qui se trouve un peu dans les montagnes, assez haut, perché, et qui est un des États où il y a le plus de mafia, voilà, où il y a le plus de cartels, où ça se bat pas mal, et en partie qui est contrôlé par une mafia qui s'appelle
la familia michoacana, qui est très puissant et qui s'abrève en LFM, la familia michoacana. LFM, c'est pas LMV, c'est LFM, on n'est pas loin. Et qui était contrôlé par un gars assez fou, qui s'appelait, je ne sais plus comment d'ailleurs, mais dont le surnom était, pour vous donner son surnom de chef mafieux, c'était El Mas Loco. Ça veut dire, en français, hein, vous parlez espagnol, le plus fou. Alors, vous imaginez, déjà, on est dans un cartel où ça n'hésite pas à tirer de la gâchette, mais le chef s'appelle le plus fou. D'ailleurs, ça veut dire beaucoup. Et il est mort, il a disparu en 2014. C'était un gars un peu fou qui avait créé la Familia Michoacana, le cartel qui contrôle une partie de cet État. Et ensuite, qui a transformé ça, qui a changé ça, pour dire la folie du gars, en une... comment appeler ça? Je ne sais même pas comment l'appeler. Il les a appelés les Templiers. Les Templiers de Michoacán, ou quelque chose comme ça. Et le gars était sur la Bible, etc. Donc c'était vraiment le gars un peu fou. Donc vous imaginez le règne de terreur qu'il a fait régner sur cet état de Michoacán. Il est mort en 2014, mais il y a d'autres qui sont arrivés. Et dans cet état de Michoacán, il y a une petite ville qui s'appelle Charán. 20 000 habitants, qui vit sous la coupe, enfin pas sous la coupe vraiment, mais qui est sans cesse attaquée, rançonnée pour la protection, et dont on pille les ressources naturelles. Comme je vous ai dit, les cartels maintenant s'intéressent à tout ce qui peut leur apporter de l'argent. Et à Charán, ce qui rapporte le plus, c'est le bois. Parce qu'ils sont sur des hauteurs, ils ont du bois qui a beaucoup de valeur, des forêts primaires, d'une grande valeur le bois. Et la familia michoacana, la cartel, a vu ça, s'est dit, ben, nous on va récupérer le bois, on va le revendre et on va rempocher l'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? À la fin des années 2000, alors vers 2008, ils ont commencé à venir avec leurs camions, passer à travers la ville, aller à côté dans la montagne, couper le bois avec des bûcherons illégaux et le ramener chez eux. Et lorsque les premiers habitants de Charán ont protesté, ils ont disparu, tout simplement. On a aussi retrouvé les têtes coupées au coin des rues. Vous voyez, c'est ça l'ambiance au Mexique et en particulier à Charán au début des années 2010. Et les gars, en 3 ans, de 2008 à peu près à 2011, vont couper en gros la moitié du parc de forêt primaire, très important pour les habitants de Charán, parce que ça fait partie de leur patrimoine. Ils vont élaguer et couper la moitié. Et sans faire attention, pas de respect pour la nature, rien du tout. Et le premier qui moufte, poum! Ou alors, poum! Ah non. Bref. Salut Grégory! Et voilà. Voilà la situation en 2011. Et les habitants se disent, mais il faut faire quelque chose. Ils sont en train de nous tuer parce qu'en plus, les mecs passent dans le village, dans la ville. Et quand ils passent dans la ville, ils ne passent pas discrètement, ils passent au milieu. Ils ont leur M16 ou leur fusil semi-automatique comme ça. Le premier qui mouffe, poum, il se fait tirer. Donc c'est vraiment la panique. Et ils s'arrêtent en ville pour boire, et des bagarres, machin. Les habitants ne savent plus quoi faire. Et il y a un groupe de femmes qui s'inquiètent. Un groupe de femmes de la ville de Charán qui s'inquiètent en 2011 parce que, à force de dépecer la forêt qui appartient aux habitants de Charán, eh ben, ça va avoir un autre problème, c'est-à-dire que l'eau va disparaître, parce que la forêt est sur une nappe phréatique est protégée par la forêt, mais si la forêt disparaît, l'eau va disparaître, et beaucoup de fermiers ont des bovins, des animaux qu'il faut faire boire, et s'il n'y a plus d'eau, s'il n'y a plus de source, eh ben, ça sera le total. Non seulement ça va devenir désertique sur les coteaux, sur la montagne, mais en plus l'eau, etc., etc. Donc c'est la panique. Mais un groupe de femmes, que je dis, s'inquiète vraiment et se dit, on n'a plus rien à perdre. Il faut faire quelque chose. Elles se réunissent et c'est là que l'histoire devient assez incroyable. Il faut savoir une chose à propos de cette population, c'est important. Ce n'est pas une population comme les autres. Ce sont pas les mestizos. Les mestizos, ce sont la majorité de la population mexicaine est métissée. Donc c'est métissé entre les Blancs et les Amérindiens, donc de là-bas. Mais à Charán, c'est une population
à grande majorité amérindienne et très locale de cette région qui s'appelle les Purépecha. Je ne sais pas si je prononce bien, hein, mais bon, on va appeler les Purépecha, qui est une population très ancienne, qui ont leur propre langage et qui avait un empire du temps bien avant les Aztèques et les Incas, etc. Mais cette population ne se mélange pas trop. Ils se marient entre eux un petit peu, etc. Donc ils ont préservé leur culture, leur savoir-faire et leur esprit. Parce que ces femmes, Purépecha, se disent il faut s'arrêter. Alors, comme ce sont des femmes, elles essayent de s'entendre à l'amiable. Elles essayent de négocier avec le cartel, la famille Michoacán, j'ai du mal avec l'espagnol. Et ils vont les voir dans les forêts pendant qu'ils coupent les trucs comme ça. Excusez-moi, là, j'enlève. Et ils vont les voir et ils se disent, bah, écoutez, il faut vous arrêter. Ils discutent un petit peu. Réponse, elles se font tirer dessus, elles se font attaquer, elles se font même violer. Donc évidemment, la négociation n'est plus possible. Qu'est-ce qui reste? Ces femmes se réunissent un soir, même plusieurs soirs, et établissent un plan. Le 11 avril, si je ne me trompe pas, je vais vous donner la bonne date. Oui, c'est ça, le 11 avril 2011, comme d'habitude, les camions des bûcherons illégaux, les talamantes, ce sont les talamantes, ils s'appellent comme ça, on les appelle comme ça, les talamantes sont les bûcherons illégaux qui travaillent pour le cartel de la famille Michoacán, hein, ce cartel, déboulent dans la ville avec leurs camions pleins de rondins de bois, etc., avec leurs armes, et soudain ils n'en reviennent pas, ils ne peuvent pas passer. La route est bloquée. Et devant eux, des femmes avec des torches et machin. Les gars rigolent. On va régler ce problème vite fait. Mais au même moment, l'église qui est juste là se met à sonner. Les cloches sonnent. L'église du Calvaire. On lance des pétards. Et ça, c'est le signe qu'attendaient la plupart des habitants. On s'était mis d'accord la nuit précédente. Dès qu'on entend ça, tout le monde vient. Avec quelque arme qu'ils aient. C'est-à-dire qu'au début, les talamontes, ceux qui descendaient avec les bûches, ceux qui appartenaient au cartel, eh ben, frimaient pas mal et ils disaient on va régler ça. Mais soudain, ils voient arriver 20, 30, 40, 50, 100, 200 personnes, 300 personnes armées. Pas armées de fusils, parce qu'ils sont pauvres, mais surtout armées de machettes qui commencent à faire comme ça. Alors vous avez beau avoir une arme, vous êtes beau être plusieurs sur un camion, mais quand vous êtes entouré de 300 personnes qui froncent les sourcils et qui font comme ça, vous rigolez pas. Ils les font descendre et les femmes contrôlent. Là. Parce qu'elles ont contrôlé, parce qu'elles savaient que si elles ne contrôlaient pas l'action, les hommes, c'est-à-dire leurs maris, leurs frères, leurs enfants, leurs fils, allaient tout simplement massacrer les talamontes. Donc elles contrôlent. Elles brûlent les camions qui sont là et prennent en otage les talamontes, les bûcherons illégaux qui travaillaient pour le cartel. Négociations s'ensuivent avec le cartel, vous arrêtez ou on vous arrête. Il y a une espèce de stand-off, en français on dirait un « Salut Valérie, salut Bernie, tiens j'ai partagé une de tes photos Bernie. Salut Vanali aussi, merci d'être de passage. » Donc le stand-off, face à face, les habitants de Charán face à la mafia, au cartel de la familia michoacana, face etc., et aux talamontes, et personne n'arrive à régler la situation. Et les femmes de Charán, du peuple, ce fameux peuple Purépecha, savent qu'il faut faire attention parce que ça peut dégénérer. Leurs hommes sont énervés comme c'est pas possible. Vous imaginez, après tant d'années de meurtres, etc. Salut Mercedes. Et la situation reste bloquée comme ça. Finalement, après quelques heures, la police municipale arrive. Hein, après quelques heures. Et le maire aussi, après quelques heures quand même. Il arrive. Salut Olivier. Et il commence à discuter. Et finalement, les révoltés, donc les femmes
de Charan, avec leurs maris et les machettes, libèrent les otages. Et qu'est-ce que fait le maire et la police municipale? Tout simplement, ils les rendent au cartel avec des excuses. Parce qu'au Mexique, comme partout dans le monde, les politiciens et la police mangent dans la main des cartels, peut-être encore plus au Mexique. Devant cette attitude absolument scandaleuse, elles s'en doutaient un petit peu, les femmes de Charan. Mais là, elles le voient. Ils sont tout simplement libérés. Allez, 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 etc. Elles se disent, même si on arrête les talamontes, même si on arrête les hommes du cartel qui viennent dévaster nos forêts, ça ne va rien changer. Il faut faire autre chose. Et là, c'est là qu'elles sont géniales. Elles réfléchissent. La violence, ça ne marchera peut-être pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Rappelez-vous, Charan est un village amérindien d'une Purépecha. C'est vraiment une ethnie spécifique. Je ne sais pas si le mot ethnie est juste, mais bref, excusez-moi. Je m'emballe. Cette histoire est passionnante. Alors, elles font appel à des hommes de loi en dehors de la ville. Parce qu'elles ont entendu parler que dans certaines circonstances, les villes et les villages où la majorité d'une ethnie, ou une ethnie majoritaire, peuvent prendre le pouvoir de façon autonome. On se renseigne, ça prend du temps, on paye, on se cotise, et finalement, on apprend que c'est possible. Que c'est possible que les Purépecha, cette ethnie, ce groupe d'hommes et de femmes aux ancêtres qui avaient longtemps avant eu leur propre territoire dans l'état de Michoacán, pourraient contrôler la ville de Charan. Alors ni une ni deux, on s'est dit, on va faire ça. Mais là, les politiciens de tous bords qui sont dans la ville, et qui sont maires, députés, etc., disent non, c'est pas possible, c'est illégal. Et il y a tellement de batailles législatives que tout ça va aller jusqu'à la Cour suprême du Mexique. La Cour suprême du Mexique qui va trancher en faveur du peuple Purépecha. Et ça, c'est une nouvelle fantastique. C'est-à-dire que le peuple Purépecha peut s'autogérer dans sa ville sans personne. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent la police. Ils interdisent la politique. Il est interdit dans Charan, si vous visitez Charan en ce moment, il n'y a aucune affiche politique, aucune élection politique, etc. Il n'y a pas de police. Bon, si on veut voter pour l'élection du président, on peut le faire, mais il faut aller dans un village voisin, dans une ville voisine. Et donc, depuis 2011, donc ça a été très vite finalement, la ville de Charan, 20 000 habitants, est autogérée. Ils reçoivent leurs fonds qu'ils peuvent recevoir légalement de la part de l'État mexicain, c'est normal. Et donc, ils gèrent tout ça. Alors, comment ils font? C'est très simple. La ville de Charan est divisée en 4 communautés, ils appellent ça les barrios, les quartiers, en 4 barrios, qui eux-mêmes élisent des habitants, qui décident ce qu'ils doivent faire. Donc, il n'y a pas de maire, etc. Et ça rejoint leur façon de gérer ancestralement leur propre pays, les Purépecha, donc avec leur langue, etc. Donc ils ont remis en place ce qu'ils faisaient avant, tout simplement. Plus de politique, il est interdit de parler, pas de parler politique, mais il est interdit d'afficher des slogans politiques, etc. Et la police, vous allez me dire, mais comment ils font pour contrôler tout ça? Parce qu'un truc énorme, je vais vous donner un chiffre énorme. Le Michoacán, chaque année, il y a à peu près 800 morts dans l'État. Et Charan avait son lot de morts chaque semaine, etc. Depuis 2011, donc jusqu'à aujourd'hui, vous vérifiez, jusqu'à l'année dernière, cette année je ne sais pas, vérifiez les chiffres, il n'y a pas eu un seul mort dans la ville de Charan. C'est la ville sans doute la plus safe, où on est le plus en sécurité dans tout le Mexique. Et ça c'est incroyable. Mais comment ils ont fait? Eh bien, ils ont créé leur propre police. Mais une police avec un esprit différent. Ce sont les habitants qui font la police. Ils sont équipés en armes, bien sûr. Ils contrôlent chacun leur barrios. Mais ils ont de la famille. C'est-à-dire que c'est un père de famille, c'est un époux, c'est un fils qui est là. Donc on va faire d'autant plus attention parce qu'on protège sa propre famille. Vous voyez?
Alors que ça marche. Et c'est formidable. Il y a aussi une police spéciale forestière pour protéger cette fameuse forêt, qu'ils sont en train de replanter petit à petit. Il y a même des immigrants, vous savez, les fameux immigrants mexicains qui fuient la pauvreté et la violence pour aller vivre aux États-Unis, illégalement, vous savez, Trump, etc., le mur, machin, qui reviennent maintenant à Charan, parce que maintenant, il fait bon vivre à Charan. Bien sûr, ce n'est pas le luxe, bien sûr, on n'est pas riche aux As, mais on vit correctement. Niveau mexicain, niveau de vie mexicain. On vit correctement. Et il n'y a plus de violence. Il y a juste des petites... le gars qui a trop bu samedi soir la tequila et qui va en prison. Et pour ces petits crimes, c'est très simple. Les condamnations sont très vite faites et on a comment on appelle ça, des travaux de communauté, hein, vous savez, comment ça, nettoyer, débarrasser les poubelles, des trucs comme ça. Donc, vous voyez, tout ça se gère bien. Mais pourquoi ça a marché à Charan? Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'autour de Charan, quand on a vu qu'il n'y avait plus de violence, d'autres villes ont essayé. Et ça n'a pas marché. Il y a toujours un moment dans la police auto-créée, des dérives, des machins, ça n'a jamais bien marché, où il y en a qui ont accepté finalement des bribes, des cartels. Pourquoi ça a marché? Tout simplement, ce que je vous disais il y a un instant, Charan est une unité au niveau peuple. C'est la même ethnie Purépecha. Dans la ville de 20 000 habitants, tout le monde se connaît. Tout le monde est plus ou moins lié avec quelqu'un dans une autre famille. Donc personne ne va trahir, plus ou moins. Et peut-être que les Purépecha ont un sens de l'honneur un peu plus élevé que les autres. Je ne veux pas dire ça. Parce que je vous ai dit, dans les autres villes, tout le Mexico, tous les gens sont plus métissés. Donc il n'y a pas d'union au niveau de l'ethnie. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas marcher ailleurs. Mais voilà l'une des raisons qui a été avancée, pourquoi ça marche à Charan et pourquoi ça ne marche pas dans les autres villes autour qui ont essayé. Je n'ai pas vérifié dans les détails, mais il se peut qu'il y ait quand même d'autres villes dans le monde où ça a marché. Je crois que j'en avais parlé déjà, mais je n'ai pas le temps d'en parler maintenant parce que je suis en train de faire un petit peu. Donc voilà, une vie heureuse, sans crime, tranquille, sans politiciens, c'est possible. C'est quelque chose en France qu'on se devrait d'avoir. Et je vais finir quand même avec une photo. J'allais vous faire la conclusion, mais on va quand même finir avec une photo parce que je ne vous ai pas montré les gens de Charan et ses habitants de Charan. Oula, je suis même en retard là, il faut que je me dépêche. Ah, j'aurai peut-être pas le temps. Ah, zut. Hop, et voilà. La seule photo que je vous montrerai, c'est celle-ci. Tous ceux qui ont immigré aux États-Unis, qui sont plus ou moins illégaux, continuent à renvoyer de l'argent à Charan. Pourquoi faire? Surtout pour l'éducation. L'éducation, c'est l'avenir. Et les gens de Charan, les Purépecha, le savent. Et leurs écoles, ce sont les enfants de Charan. Et qui sont heureux, qui n'ont pas peur de sortir le soir. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de violence dans Charan. Et ils sont en train de développer les écoles, car ils savent que l'avenir, c'est l'éducation et les enfants. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Profitez bien du soleil, où que vous soyez. Et nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode de LMV. N'oubliez pas de partager parce que ce numéro, je pense qu'il est hyper important. On n'a pas besoin des politiciens. Il y a des solutions. À nous de les trouver. Allez, salut, merci.